Bonsoir Sandrine Rousseau, je vous laisse le temps de vous installer. Merci d'être avec nous, députée Europe Écologie Les Verts de Paris, opposé à la réforme des retraites. Oui. Ah bon, évidemment, non mais je le rappelle, je rappelle l'évidence. Je pose les choses, vous êtes marrant vous, je pose les choses pour ceux éventuellement qui nous rejoignent à l'instant. Vous serez interrogé ce soir par Bruno Jeudi, par Pauline Simonet, par Antonin André et par Pablo Pio-Vivien. On entend à l'instant Emmanuel Macron qui propose donc de rencontrer les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous dites, ben voilà, on a le geste que l'on attendait depuis le début? Non mais c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il passe par les Pays-Bas, qu'on chante une chanson en disant même si Macron ne veut pas, nous on est là, et que là ils se rendent compte que même à l'étranger son image était écornée. Donc peut-être du coup après le Conseil constitutionnel, il va recevoir les syndicats. Mais quel mépris, mais quel mépris. On n'en peut plus de ce mépris. Vraiment, je sais pas comment le dire, mais il est en train de mettre la France à feu et à sang, tant sur ses réformes économiques que sur le mépris avec lequel il les applique. Mais Emmanuel Macron vous parle de concorde ce soir. Mais de concorde de quoi? Ça fait des mois maintenant que les gens sont dans la rue, ça fait des mois qu'il y a une contestation qu'il a même pas daigné passer un coup de téléphone à un syndicaliste. Non mais la concorde de quoi là en fait? Mais le président vous dit précisément qu'on arrive au bout de ce chemin démocratique. Non, mais c'est pas un chemin. Avec la décision du Conseil vendredi. C'est pas un chemin démocratique quand l'Assemblée ne s'est pas prononcée. C'est passé en 49.3. Au Sénat, c'est passé par une procédure accélérée des débats. C'est revenu en CMP. Moi, j'ai reçu un rappel à l'ordre parce que j'ai tweeté pendant la CMP où est-ce qu'il est le respect du contradictoire démocratique là. Il y a rien en fait. C'est que du fake. C'est vraiment. Macron a décidé en sa toute puissance et tout le monde doit obéir. Et vous découvrez les institutions de la 5e. Oui. Mais les institutions de la 5e. Et vous regrettez pas qu'il y ait eu tant d'amendements en première lecture à l'Assemblée? Mais de toute façon, nous n'avions pas. Nous n'avions pas le temps d'étudier le texte. C'était 7 jours, donc 5 jours ouvrés. Non, on ne change pas une société. On ne change pas une société. On ne change pas une société comme ça, de manière aussi brutale, aussi rapide, en mettant les gens en danger immédiat en un temps de 5 jours de débat uniquement. Ça n'est pas responsable, ça n'est pas raisonnable. Non, on n'a pas refusé le débat. On est entré dans le débat. Et en commission, on a fait tous les amendements sur les articles principaux. Le gouvernement a refusé le débat. Vous n'êtes pas allé jusqu'à l'article 7. Mais parce que c'est quand même avait désastreux de ne pas avoir été à 5 jours. Oui, alors très bien. Vous pouvez dire que c'est de notre faute parce qu'on a déposé des amendements. On avait 5 jours pour étudier ce texte. Ce texte, il y a des personnes qui aujourd'hui vont être en invalidité, qui vont tomber au RSA, qui vont tomber dans la précarité parce que on leur prolonge de manière arbitraire et brutale le départ le départ en retraite. Et ça se fait sans débat démocratique. Sans débat démocratique. Ça se fait avec un 49.3, ça se fait avec un 47.1, ça se fait avec une procédure accélérée. Et vraiment, où est notre démocratie ? La première ministre n'a même pas appelé les syndicats. Le président de la République a refusé de les entendre. Il n'y a que depuis que les manifestations deviennent tendues que là, on commence soudain à s'apercevoir qu'il y a un mouvement social. Il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue. Mais Sandrine Rousseau, le gouvernement vous explique. Vous n'avez pas fait votre travail en faisant pas l'article 7 à l'Assemblée. Ah bah j'ai fait tout mon travail. Alors là, ça je peux vous dire que j'y ai passé des nuits et des jours et que j'ai fait absolument mon travail de député et que vraiment j'aimerais vraiment que vous voyiez le détail pas la LFI en tout cas. La LFI a choisi une obstruction délibérée. Oui, et nous avions un désaccord là-dessus. Et bien très bien. Et c'est vu reproché par les syndicats eux-mêmes de ne pas permettre un débat constructif sur lequel on puisse avoir et prendre les Français à témoin sur le vote de cet article 7. Et ça, c'est quand même, vous en êtes comptable à la NUPES, et vous êtes sans doute à la traîne des LFI, donc vous êtes obligé de subir leur loi. Non, je suis pas du tout à la traîne des LFI. En l'occurrence, la gauche a raté ce rendez-vous. Non, je suis pas à la traîne des LFI. Nous avions un désaccord sur la stratégie. Je reconnais aussi à LFI le fait qu'ils aient été sur tous les terrains. Tous les terrains. C'est-à-dire qu'ils ont occupé le terrain de la contestation depuis le début de cette contestation. Donc nous n'avions pas la même stratégie. Très bien, c'est aussi la vie démocratique d'une assemblée. Et la politique, ça fait du bruit. La politique, c'est bruyant. Les Français ont préféré l'attitude des syndicats. D'ailleurs, ils saluent leur leader, y compris le leader de la CGT. Vous regardez tous les sondages, alors que ça ne profite absolument pas au leader politique de la NUPES. Ça n'est pas vrai. Dans les derniers sondages, la NUPES progresse. Donc
non, ça n'est pas On vrai. va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure, Bruno, que je vais peut-être apporter là aussi un peu de contradiction dans ce que vous venez de dire. Mais je garde un peu de suspense. Enfin, Laurent Berger et Philippe Martinez ont plutôt. N'essayez pas de vous rattraper. J'apporterai de la contradiction à ce que vous venez de dire dans un instant. Dans un sondage qui sort demain. Bon, on verra ça effectivement. Mais simplement pour revenir à ce que dit le président de la République ce soir, Sandrine Rousseau. Il dit de toute façon, il y a un désaccord. Sur les 64 ans, vous ne serez jamais d'accord avec lui. Les syndicats ne seront jamais d'accord avec lui. Mais il y a d'autres sujets. Non. Il y a d'autres sujets qui vont arriver. Non, il y a d'autres sujets qu'il va falloir traiter. Et par exemple, un sujet qui intéresse aussi très fortement les Français, l'inflation, les salaires. Là, vous dites, on ne discute de rien d'autre tant que le sujet des retraites n'est pas épuisé. Mais dans l'Assemblée, on est en train de parler d'une loi complètement creuse qui s'appelle Bien vieillir. On va parler de toutes les lois complètement creuses qui vont nous présenter, pas de problème. Moi, ce que je vous dis là, c'est que, en fait, les personnes qui sont le plus en première ligne et qui sont le plus malades de cette réforme, qui vont mettre leur corps dans cette réforme, en fait, ce sont les mêmes personnes qui étaient en première ligne du Covid. Ce sont les mêmes personnes qui tiennent des services hospitaliers, des EHPAD, des crèches, et qui sont là et à la sortie de ce temps de Covid, on va leur dire quoi? La seule chose qu'on leur dit, c'est vous travaillerez 2 ans de plus. Se rend-on compte de la violence sociale que cela représente en fait? À quel moment Emmanuel Macron seul décide que c'est le moment de faire cette réforme alors que nous sortons encore de la convalescence du Covid? Et franchement, c'est irrespectueux. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que les gens vont dans la rue avec leurs tripes. Quelle est votre stratégie du coup en tant qu'élu pour l'après? On va voir évidemment ce que décide le Conseil constitutionnel vendredi, mais il faut bien parler quand même aux Français. C'est un peu inquiétant si on leur dit après il se passera plus rien à l'Assemblée. Il y aura un blocage. Donc, quelle est votre stratégie pour faire avancer, pour faire bouger tout de même des choses? Nous continuerons la lutte, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, enfin, sauf s'il invalide la loi, auquel cas, s'il invalide la loi, quelque part, il réglera la question. Mais s'il n'invalide pas la loi, alors nous continuerons avec le référendum d'initiative partagée, avec des meetings, avec le soutien aux grévistes. J'ai vu que les éboueurs de Paris, par exemple, annonçaient qu'ils allaient poursuivre la grève. Eh bien, nous serons en soutien de ce mouvement syndical partout où il est possible de le faire, parce que le rapport de force n'est pas encore terminé, quand bien même le Conseil constitutionnel n'invalide que l'article 2. Donc vous imaginez ce soir, à la veille de la 12e journée de mobilisation, une 13e, une 14e, une 15e, s'il le faut. Mais je crois que les gens ne sont pas convaincus ni fatigués de demander des droits, en fait, de demander le respect de leur travail, de demander à ce qu'on change de modèle économique, à ce qu'il n'y ait aucun sens à travailler jusqu'à 64 ans dans des métiers qui nous abîment et qui, par ailleurs, abîment la planète. Ça n'a aucun sens, en fait. Mais jusqu'à preuve du contraire, Madame Rousseau, ce sont plutôt les syndicats qui ont appelé à manifester. C'est pas tellement les politiques. D'ailleurs, si c'était les politiques qui appelaient à manifester, je crois qu'il n'y aurait pas grand monde. Non, mais surtout, ça n'est pas notre rôle. Surtout, ça n'est pas notre rôle. Ça fait partie du congrès de Reims. Non, j'ai dit que je soutiendrai les journées de grève comme je l'ai toujours fait. Et d'ailleurs, je m'y rends et je m'y rends avec l'écharpe et je suis en soutien de l'action syndicale. On ne sait pas au moment où nous parlons s'il y aura une 13e journée. Non, mais effectivement, on n'y est pas encore. D'autres types d'actions. Il n'y a pas que le Oui, mais précisément, quand on interrogeait la semaine dernière Laurent Berger, d'autres représentants syndicaux, il disait tout ce qui compte, c'est le nombre. Le nombre. Voilà, mettre le maximum de gens dans la rue. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. On en est à la 12e journée de mobilisation, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut faire basculer le gouvernement? Puisque vous croyez encore pouvoir faire basculer le gouvernement, pouvoir faire plier le gouvernement. Qu'est-ce qui, pour vous, peut encore le faire basculer? Je pense que des actions un peu marquantes peuvent aussi monter la pression et monter le rapport de force. Je pense par exemple à ce qu'ont fait les éboueurs en laissant les poubelles sur les trottoirs de Paris. Et c'est vrai que c'était flagrant. Enfin, le conflit social ne pouvait être nié par personne traversant Paris. Ce type d'action qui rend visible l'opposition a visiblement aussi une forme d'efficacité. Donc, des actions comme ça, il y en aura sans doute d'autres. On l'a vu dans les raffineries, on l'a vu dans d'autres secteurs, et je pense qu'on le verra encore dans davantage de secteurs dans les Vous ne croyez pas au fait que les Français soient légalistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que même s'ils sont contre majoritairement cette réforme des retraites, et d'ailleurs c'est bien naturel, beaucoup de Français ont toujours été contre les réformes des retraites quand il s'agit de leur demander de travailler plus, mais une fois le Conseil constitutionnel ayant validé cette loi, vous ne pensez pas qu'une partie de ces Français, même hostiles à la réforme, vont dire c'est la loi, c'est la légalité, un peu comme Laurent Berger aussi l'a parfois évoqué, c'est-à-dire en disant quand on arrive au terme du processus légal et juridique tel que c'est prévu par la Constitution, eh bien la loi s'applique, ça me plaît pas, mais c'est ainsi, et puis il y a d'autres sujets qui préoccupent les Français. Vous ne croyez pas du tout à ce que... Non, je ne crois pas, parce que je pense que ce qui se joue, c'est que les gens n'ont qu'une vie.
Les gens n'ont qu'une vie et il n'est pas question pour eux de renoncer à 2 années qu'ils avaient en plus préparées, puisque ça touche quand même des générations qui vont partir en retraite là tout de suite. Donc des mois et des années qu'ils avaient préparés, ils avaient compté leurs mois et c'est pour eux une question de vie. Et on a une santé, on a une vie, on a une planète et je crois qu'aujourd'hui la question qu'il y a derrière la contestation de la réforme des retraites, c'est autant la question du report de l'âge que finalement à quoi cela sert-il de donner notre santé à un système que nous ne comprenons plus, qui est un système libéral, qui abîme les humains et qui détruit les conditions de notre vie sur Terre. Et vraiment, il y a une incompréhension et donc c'est pour ça que je pense que ça ne va pas s'arrêter. Attendez, Bruno. Oui, Pablo, il a moins parlé que vous, beaucoup moins parlé que vous. Et j'ai juste une petite question. Tout à l'heure, Maxime disait, peu importe le nombre de gens qu'il y avait dans la rue, finalement, le gouvernement et le président de la République en avaient... n'en faisait pas grand cas. Il y a eu un changement puisque Elisabeth Borne a reçu l'intersyndicale et maintenant Emmanuel Macron dit qu'il veut recevoir les partenaires sociaux. Et est-ce que vous liez ce changement de ton vis-à-vis des syndicats à l'augmentation de la violence dans les manifestations? Je vais vous dire, j'espère que non, mais honnêtement, je pense que ça a joué. Parce qu'en fait, il y avait une forme de surdité, mais scandaleuse, il faut le dire, aux 3,5 millions de personnes qui sont allées dans la rue. Et donc, là, s'il y a une augmentation de la violence, il pourrait y avoir encore plus d'ouverture de la part du gouvernement. Mais si on suit cette logique. Déjà, il continue il commence à discuter une fois que tout est réglé. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien du tout à négocier, puisque le si ce n'est le retrait. Si ce n'est le retrait, évidemment, bien sûr, mais sinon, il n'y a rien d'autre à négocier. Et surtout, il ne commence à réagir que quand Macron ne peut plus se balader nulle part dans le monde sans qu'il soit interrogé sur la manière dont il gère son pays. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la concertation, on n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la négociation, on est dans la poursuite d'un rapport de force. Vous ne redoutez pas la violence, justement, parce que demain, le parcours de la manifestation, d'ailleurs, on peut s'interroger sur la décision de choisir ce parcours, on va passer devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être un lieu de crispation qui est quand même... Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous redoutez, vous, ou sur lequel vous alertez, par exemple? Mais le Conseil constitutionnel, à mon sens, a une décision quand même d'une gravité inédite à prendre, qui est à la fois de juger en droit la réforme, mais aussi d'être garant des institutions. Et aujourd'hui, que signifie ce rôle d'être garant des institutions dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est une crise démocratique d'une ampleur importante? Honnêtement, je pense que leur rôle est historique et décisif. Oui, mais je pense, pour rebondir sur ce que disait Antonin, quand il parlait de cette colère, vous en parliez vous aussi, de la colère que vous ressentez chez certains manifestants. On a tous en tête le moment où le 49.3, le texte est passé par 49.3. Voilà, cette colère qu'on a vue dans les rues. Est-ce que vous avez l'impression, vous redoutez, vous ressentez qu'il pourrait y avoir la même chose lors du passage devant le Constitutionnel ou vendredi après la décision du Conseil? Je pense que la colère est très, très, très grande. Très grande. Vraiment. Et qu'il n'y a pas de discours politique, il n'y a pas d'éléments de langage posés entre 2 avions qui calmeront cette colère. Parce qu'en fait, c'est une colère tripale, c'est une colère de vie. C'est une colère... juste pour le droit de vivre, en fait. Et je pense que vraiment, on ne mesure pas la colère. Moi, pour avoir beaucoup discuté, par exemple, avec les éboueurs et avec d'autres secteurs en tension et en grève, par exemple, ce que disent les éboueurs à Ivry, à l'incinérateur d'Ivry, c'est qu'ils donnent leur journée au travail. C'est un travail qui est pénible. Quand il s'est agi d'y aller pendant le Covid, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas été réquisitionnés. Et il y en a une partie qui, aujourd'hui, par exemple, n'ayant pas de logement dans Paris, vivent dans des foyers de travailleurs, ils ne peuvent pas voir leurs enfants. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut leur répondre juste en leur disant vous allez travailler jusqu'à 64 ans? Ce sont des conditions de vie indignes. Donc ça, c'est inquiétant. Simplement, attendez, pour clarifier les choses ce soir, pour résumer ce que vous avez répondu à Pablo et à Pauline, est-ce que vous dites cette colère et éventuellement ces violences, est-ce que vous les redoutez ou est-ce que vous dites s'il faut en passer par là pour faire tomber la réforme, on en passera par là? Je dis ni l'un ni l'autre. J'appelle toujours à ce qu'il y ait des actions non violentes. Je n'ai pas changé là-dessus, mais je dis que là, l'attitude irresponsable qu'a le gouvernement dans la période actuelle est de nature à tendre les choses, et elles sont déjà très tendues.
Et je pense qu'il suffit d'une étincelle pour que la situation vraiment devienne critique. D'accord, mais c'est pas la première fois qu'il y a des réformes des retraites. Elles sont toujours impopulaires. Ça se termine toujours de la même manière, souvent par un 49-3, souvent par une contestation très forte dans la rue. En 2010, il y a même eu des manifestations au-delà de l'adoption du texte de loi de l'époque, qui était quand même assez symbolique. C'était la fin des 60 ans. Il y avait aussi beaucoup de monde, 17 manifestations. Mais à un moment, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'à un moment, les syndicats, ils ont aussi su se plier aux règles constitutionnelles et aux règles de notre vie démocratique. Oui, mais là, finalement, vous allez au-delà de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la loi, si elle est adoptée, si elle est validée vendredi, au fond, il n'y a pas d'appel derrière, c'est fini. Non, mais pas là. Parce que là, les syndicats répondent à une base, en fait. Ils sont en accord avec une base. Ils peuvent organiser les choses, etc. Mais ils répondent à une base. Et la base, aujourd'hui, est dans une colère dont je vous explique qu'elle n'est pas que sur la retraite. Elle est sur une forme de rapport méprisant du pouvoir et dans une aspiration à vivre et à changer de modèle économique. Aujourd'hui, je rappelle quand même que nous sommes dans un modèle économique qui... parce qu'il va chercher la croissance, le travailler plus, le consommer plus, le produire plus, ne nous permet pas de continuer à vivre sur cette planète dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Quel est l'intérêt du coup ? Mais vous mélangez tout là. Là, on parle du non, je ne mélange pas tout parce que par répartition des retraites. On parle pas du productivisme. Enfin, je veux dire. Ah bien sûr que si. Bien sûr que là, on parle d'un régime par répartition qui s'agit de. Non, il y a 12 milliards de déficit. Non, mais ça, ce sont les arguments du gouvernement. C'est-à-dire que les arguments du gouvernement, c'est de dire, en fait, on va parler de d'un système de répartition et vous parlez d'autre chose. Sauf que le système par répartition, il tient. L'OFCE l'a dit, tous les économistes le disent. Le système par répartition, aujourd'hui, il y a 12 milliards. Il y a 12 milliards de déficit. L'argument démographique est imparable. Non, vous ne pouvez pas vous opposer à l'argument démographique. L'OFCE écrit que le modèle de retraite par répartition est résilient aux problèmes démographiques. Il l'écrit noir sur blanc dans son rapport. Professeur d'économie. Il l'écrit noir sur blanc dans son rapport. Attendez. L'OFCE l'écrit noir sur blanc sur son rapport. Donc ça, ce sont des arguments qui sont des arguments idéologiques. Le modèle par répartition est résilient. Et résilient à la transition démographique. Comment expliquez-vous que la France serait le seul pays à garder les 62 ans lorsque l'Espagne de gauche, vous ne pouvez pas dire que l'OFCE est mélanchoniste. Vous ne pouvez pas dire que l'OFCE est rousseauiste. Moi, je ne parle pas de l'OFCE. Je parle des arguments démographiques. Ça, c'est la première chose. Si l'OFCE le dit, c'est que ils ont fait tous les modèles économiques jusqu'à présent et ils disent texto, noir sur blanc, le modèle de répartition est résilient à la crise démographique. Première chose. Deuxième chose, pour trouver des financements, nous avions 1001 manières de le trouver. Il y a Michael Zemmour qui a fait un travail tout à fait incroyable pour essayer de trouver toutes les solutions. Ça, c'est possible. Et pourquoi pas de la cotisation patronale ? C'est pas le choix qui est fait là. Et pourquoi il n'y a jamais eu cette question dans le débat politique ? Pourquoi on n'a jamais posé la question de savoir si on préférait augmenter les cotisations patronales plutôt que d'augmenter le temps de travail ? Parce que précisément, quand on pose la question aux Français, Bruno Jeudi, il penche plutôt de ce côtéla, en disant il vaut peut-être mieux travailler moins et cotiser plus. Mais objectivement, Mme Rousseau a raison, la NUPES avait je vais le dire. Content de vous avoir mis d'accord ce soir sur autre chose. La NUPES avait un projet qui était justement... Il y a 3 solutions pour équilibrer le système. Vous avez augmenté les cotisations, vous avez augmenté le temps de travail, ou vous avez baissé les pensions. La NUPES, au moins, avait un projet clair, c'est augmenter les cotisations. Renaissance avait un projet, augmenter le travail. Et les impôts sur la valeur ajoutée. Rassemblement national, je n'ai pas compris exactement quel était leur projet. Ce qui est certain, c'est que le choix de ce gouvernement, de cet exécutif, Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne présidentielle, c'était d'augmenter le temps de travail pour financer, rééquilibrer le régime des retraites à l'horizon 2030. Par les Français. Voilà, Sauf que toutes les études économiques disent qu'aujourd'hui, il nous faut diminuer le temps de travail, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on vote un budget, un PLF, 2 mois avant, un projet de loi de finances, 2 mois avant la réforme des retraites, qui accorde 8 milliards d'exonérations supplémentaires par diminution de la CVAE, c'est-à-dire de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Quand le même gouvernement refuse de faire la moindre taxation sur les super profits, quand le gouvernement refuse
toute activité contraignante avec l'Europe, oui, et il a refusé de s'aligner sur les autres pays, notamment l'Angleterre, je ne dis pas qu'il en a fait une grosse. Donc, je veux dire, en fait, il fait porter l'intégralité de l'effort sur les salariés et sur le corps des salariés. Et c'est cela qui ne va pas. Et puisque vous en appelez à mes compétences économiques, je vous dis, il y avait plein d'autres solutions. Et aujourd'hui, ce système économique, ce travailler plus pour produire plus, n'est pas soutenable. Et ça n'est pas secondaire. Ça n'est pas mettre un pull à col roulé l'hiver que de faire de l'écologie. C'est profondément nous intéresser au productivisme de notre Bruno, système il faut qu'on avance, pardon. On rentrera dans le détail du Conseil constitutionnel dans une seconde avec Pauline, mais d'abord, je voulais qu'on entende Gérald Darmanin. 12e journée de mobilisation. Demain, le ministre de l'Intérieur était aujourd'hui à Bordeaux. Il a un message pour vous, les opposants à la réforme, en disant « Demain, vous pourrez manifester tranquille ». Je peux assurer que ces policiers et ces gendarmes, d'ailleurs qui parfois partagent l'opinion de ceux qui manifestent, notamment contre les retraites, sont là pour garantir le droit de manifester. Je veux redire que demain, à Bordeaux, comme partout en France, les gens pourront venir manifester contre le projet du gouvernement sans crainte et en étant encadrés positivement par la police et par la gendarmerie. Pourquoi dites-vous c'est une blague ? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors des dernières manifestations. Et on le voit... On voit le changement de doctrine de maintien de l'ordre et que ce changement de doctrine de maintien de l'ordre participe aussi de la crise dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que les dernières manifestations ont été des manifestations qui ont été l'occasion de montrer des images qui faisaient peur pour que les gens aient peur d'aller manifester. Mais vous ne voyez pas aussi un changement dans les populations qui peuvent s'inviter dans ces cortèges ou s'incruster dans ces cortèges plus violents. On a eu des chiffres aujourd'hui. 1800 membres des forces de l'ordre blessés ces dernières semaines. 1800 lors de ces manifestations. Bien sûr qu'il y a un changement des manifestants, mais quand on voit, par exemple, ce qu'a fait l'Angleterre avec ses hooligans, je veux dire, c'est pas le changement de manifestants, le sujet, c'est la doctrine de maintien de l'ordre. Moi, je suis allée voir des manifestants qui étaient en garde à vue. J'ai fait à peu près le tour des commissariats parisiens, et véritablement, il y en avait qui étaient dans des situations compliquées, alors qu'ils prenaient un verre à la terrasse d'un café. On est dans quel pays ? Quand la LDH, qui est dont la Ligue des droits de l'homme, quand le Conseil de l'Europe, quand la Maison Blanche, quand tous les organismes internationaux, Amnesty International, etc., s'inquiètent de la doctrine du maintien de l'ordre en France, ça n'est pas que Gérald Darmanin a raison contre tout le monde, c'est que Gérald Darmanin se trompe de doctrine de maintien de l'ordre. Mais sur le maintien de l'ordre, justement, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, il y a eu un rapport qui est paru aujourd'hui de l'IGGN, à l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, et qui conclut en fait que les tirs qui avaient été faits depuis ces quads, qui avaient été contestés notamment par la Ligue des droits de l'homme, en fait avaient été faits en état de légitime défense, qu'il n'y avait aucune faute qui avait été commise par les militaires. Donc il y a eu une enquête de l'IGGN, et finalement aucune faute qui a été commise par les militaires. Vous acceptez le résultat de ce rapport ? Alors déjà, je constate qu'il y a eu une évolution, puisque la première version était qu'il n'y avait pas du tout eu de tirs, et que donc là maintenant on reconnaît qu'il y a des tirs. Et je rappelle quand même que la France est un des rares pays où l'IGPN comme l'IGGN sont à l'intérieur, sont des organismes internes à la police et à la gendarmerie. Ce qui évidemment n'est pas de nature à générer la confiance sur les décisions qu'ils prennent. Voilà, je le dis en brigilant, c'est un des sujets démocratiques. La magistrature, exactement. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Le Conseil de l'ordre des médecins, il y a des gros problèmes, on l'a vu avec du tir-out. Ce sont les professionnels qui sont là pour aussi beaucoup de sanctions et qui connaissent bien les techniques. Il y a quand même beaucoup de sanctions. Non, en fait, c'est vraiment un problème. C'est un problème. La question, c'est le contre-pouvoir, et la définition du contre-pouvoir, c'est que vous ne pouvez pas être sous l'autorité hiérarchique et sous la même hiérarchie que le corps que vous êtes censé inspecter, et que votre carrière, la suite de votre carrière, puisse dépendre d'une décision que vous prenez et que vos supérieurs vont regarder. Tout à l'heure, c'est impossible en fait. De l'apparence de l'impartialité qui est très importante. Alors attendez, on vient au Conseil constitutionnel. C'est difficile à dire. Il y a ces policiers qui effectivement ont commis des actes répréhensibles et pour lesquels ils seront sanctionnés, notamment je pense à la Bravem. Enfin, effectivement, il y a des comportements de policiers qui parfois sortent un peu des limites de l'exercice de leur fonction. Mais quel regard vous portez sur les images de policiers qui prennent des pavés, qui sont parfois en première ligne pour essayer justement de protéger les têtes de cortège de ces individus qui viennent là, non pas pour manifester pour les retraites, on ne va pas se raconter l'histoire, ceux qu'on voit cagoulés en noir et qui sont par centaines
pour venir taper la police ou taper les devantures de banque, qui sont pas là pour défendre les retraites. Hein. Et donc la police essaie de protéger les cortèges de ces gens-là. Ils se prennent des pavés, il y a eu 1800 blessés. Et pour autant, c'est quand même des gens qui sont armés, qui sont dans des situations de violence extrême. Et pour autant, il n'y a jamais eu j'allais dire, ce qui peut être redouté dans une situation pareille, c'est-à-dire une bavure, c'est-à-dire un mort, c'est-à-dire un policier qui est acculé. Non mais, pardon, mais... il y a quand même 2 personnes dont le pronostic vital n'a toujours pas été levé quand même. Non mais si vous voulez, quel mot vous avez pour la police aussi, qui est confrontée à des individus extrêmement violents, qui viennent avec des boules de pétanque, des pavés La technique de maintien de l'ordre met aussi en danger actuellement les forces de police. En fait, ça met en danger tout le monde, cette doctrine de maintien de l'ordre. Et encore une fois, si on regarde les expériences allemandes et anglaises, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait toujours autant d'individus violents, mais qu'il y avait des techniques d'encerclement de très petits groupes, du fait qu'il y ait des écrans, qu'on sépare les cortèges, etc. Sur le visage, enfin, ces policiers qui sont blessés, ces 1800 policiers blessés, vous avez un mot pour eux aussi, enfin vous... Non mais alors, voilà, vous allez m'appeler à condamner, je condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Non, mais vous êtes tranquille. Et l'ordre républicain est tout à fait maintenu. Moi, je vous dis maintenant que la police la police est responsable de la sécurité au nom de l'État. Et donc, ça n'est pas la même chose que des individus violents dans une manifestation. Et encore une fois, elle a la mission de maintien de la paix. Et on a vu que le changement de doctrine de maintien de l'ordre générait aussi les violences. Et je pèse mes mots. Oui, quand on a des démonstrations de force, quand on a la Bravem qui arrive avec des engins motorisés qui font énormément de bruit, des matraques qui matraquent à tout va, quand on voit les images des lycéens... Ils matraquent pas depuis les motos. Si se déplacer à vélo, ce serait moins problématique. Et ça fait partie de la montée en tension des débuts de cortège, oui, je le dis. Sandrine Rousseau, dans 48 heures, décision du Conseil constitutionnel, très attendue évidemment. Pauline Simonet, défi pour vous ce soir, en 45 secondes. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'enjeu de la décision de vendredi? Alors j'y vais très vite. Donc le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur 2 décisions. La première décision, c'est sur la validité ou non de cette réforme des retraites. Et puis la deuxième décision, sur la validité ou non d'une procédure de référendum. Alors il peut, sur le premier point, soit dire que la réforme est totalement valable, constitutionnelle, soit il peut dire qu'elle est censurée totalement. Là, il y a plusieurs arguments de ce côté-là. Le véhicule législatif utilisé n'a pas été le bon. Il y a eu trop de procédures accélérées. Mais ce qui est le plus probable, d'après la plupart des analystes, c'est que le Conseil censure partiellement le texte en disant qu'il y a eu en fait des articles qu'on appelle des cavaliers législatifs qui ont été ajoutés, qui n'avaient rien à faire dans un texte budgétaire. Et puis enfin, donc la deuxième décision à prendre, c'est de valider ou non cette procédure de référendum. Alors là, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est une procédure complexe. J'ai pas le temps de l'expliquer en détail. Ce sera pas avant le 4 2024. Mais on va en parler évidemment. Est-ce que c'est votre dernier espoir, le Conseil constitutionnel? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Et alors, pour le coup, j'ai une différence avec les autres personnes de la NUPES, c'est que je pense que la chose la plus probable à laquelle on va arriver vendredi, c'est qu'il va y avoir des articles, peut-être plusieurs articles de la loi qui vont être retoqués, mais pas la loi dans son ensemble et pas l'article sur le décalage de l'âge. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, on aura un problème tout à fait identique à l'issue de... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je pense que, par exemple, le véhicule législatif, il y a déjà eu des décisions du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire la procédure choisie. Quand on parle de véhicule, c'est la procédure choisie par le gouvernement pour accélérer les débats. Disant que ça n'était pas, ça n'était pas inconstitutionnel, que en fait il y a des aspects sur la pénibilité, par exemple, qui ne seraient pas inconstitutionnels. Donc en fait, moi après j'espère qu'il va le faire. Hein. Je pense que vraiment il a une responsabilité que je redis historique et qui est aussi d'être garant de nos institutions. Mais le problème, à mon avis, face auquel on va être vendredi, c'est qu'il va y avoir, par exemple, l'article 2 de la loi, c'est-à-dire celui sur l'index senior, celui que j'ai appelé la feuille de salade dans le plat, parce que vraiment, on se demande à quoi sert cet article. Bien. Donc, cet article va sans doute être retoqué. Mais est-ce que ça change l'esprit de la loi? En rien. Donc, en fait, et là, ça va être un défi aussi pour les organisations syndicales comme pour nous, qui va être de soutenir un mouvement de contestation qui risque, à mon avis, de devenir très tendu. Pardon, on va revenir à ça, mais ça veut dire que la situation vendredi soir pour vous pourrait être pire. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le plat sans la salade. Oui. Si je reprends votre métaphore. Je ne sais pas si enlever une feuille de salade qui est purement décorative dans un plat en change véritablement le goût. C'est pas très écolo.
Oui, en plus, c'est pas très écolo. Mais là, je crois que, en fait, cet index, de toute façon, servait à rien. Enfin, vraiment, cet index, c'est incroyable d'ailleurs même de l'avoir mis. Hein. Donc, ça va être considéré probablement comme cavalier législatif, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'avait rien à faire dans un texte de loi budgétaire. Bon, voilà. Mais une fois qu'on aura ça, le problème sera entier. Mais on nous a dit que par exemple, les décisions seraient prises en fin d'après-midi, vendredi. Il risque d'y avoir des manifestations spontanées pour dire, en gros, je vais le dire très vulgairement, merde au Conseil constitutionnel et on continue la mobilisation. Vous serez dans la rue, vous sortirez si jamais il y a une invalidation que partielle ou pas du tout du texte. Oui, mais vous voyez bien que dans la manière dont vous posez la question, on voit bien la limite de l'action du gouvernement. C'est que dans la mesure où il tend les choses, dans la mesure où il organise la confrontation, le conflit et le mépris, eh bien, on en arrive à en vouloir au Conseil constitutionnel, alors que c'est parmi les institutions les plus essentielles de notre démocratie. Et tourner la colère vers le Conseil constitutionnel, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc oui, on va être face à ça. Et c'est pour ça que je serai dans la rue, notamment pour échanger, pour continuer à discuter et pour voir avec les manifestants et manifestantes comment on continue la lutte. Mais tourner la colère vers le Conseil constitutionnel, ça fait partie de ces dangers auxquels nous expose cette réforme. De toute façon, derrière le Conseil constitutionnel, à la condition que le texte soit validé partiellement ou totalement, derrière, c'est la promulgation sous 15 jours. Donc, bon, derrière, techniquement, il reste 15 jours. Vous comptez continuer à manifester et vous incitez les organisations syndicales à ne pas retourner à la table des négociations. Non, finalement, j'ai réfléchi. Vous m'avez convaincu avec votre question. Je pense qu'en effet, il faut tout arrêter. Le point pour Bruno jeudi, ça s'arrête là ce soir. Évidemment qu'il faut continuer. Là, vraiment, je pense que, en plus, vu l'ampleur de la mobilisation, de la contestation, et je vais vous dire, si on arrête. La mobilisation, elle baisse. Non, mais quand même, si on arrête. Oui, mais la colère ne descend pas. On le voit dans les sondages, il y a toujours autour de 70%. C'est resté très élevé. De la même manière, c'est resté aussi élevé que la proportion de Français qui se dit de toute façon, le texte passera. Oui, mais bon, du coup, l'opposition au texte ne diminue pas. Et ça aussi, j'alerte sur le danger que cela représenterait de ne donner aucune espèce de débouché à cette colère. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens n'auront plus confiance dans la démocratie, n'auront plus confiance dans leurs représentants, n'auront plus confiance dans le fait que nous nous battions pour Emmanuel Macron et le gouvernement qui risquent. Oui, mais même, j'ai envie de vous dire, dans la démocratie, et c'est ce que je crains le plus. C'est ce que je crains le plus. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que nous sommes dans une crise démocratique. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution, sauf le retrait, évidemment. Mais il n'y a pas de solution qui permette d'apaiser et de sortir par le haut notre démocratie de cette crise. Le retrait, le pays dans un état de fracture, on a le sentiment que même le retrait... Oui, mais je pense que ce serait moindre mal. C'est-à-dire qu'un retrait, quitte à en rediscuter, on remet sur la table des négociations, on se redonne 6 mois pour discuter et pour changer les articles qui sont les plus difficiles. Au moins, ce serait une manière de ne pas perdre la face et de continuer quand même un chemin démocratique. Et est-ce que vous seriez favorable à une initiative politique du président de la République la semaine prochaine, recevant les syndicats qui voudront venir sur une conférence salariale ou des questions sur la question du pouvoir d'achat? Mais enfin, ça, c'est les syndicats qui décideront s'ils y vont ou pas. Moi, je pense que ça fait partie de ce que je pourrais appeler une stratégie de diversion permanente. C'est une stratégie de diversion. C'est quand même une préoccupation majeure des Français. Là, on n'a aucun texte sur le pouvoir d'achat. Ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est par exemple la loi Bien vieillir, qui nous avait été vendue comme la grande loi du quinquennat sur le grand âge, et que comme ça permettrait de gérer les aspects les plus compliqués de la retraite, etc. Cette loi Bien vieillir, qui est actuellement en étude dans l'hémicycle, est une loi totalement creuse. Mais totalement creuse. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on est dans une stratégie de diversion. On lance comme ça des fusées pour essayer d'attirer le regard. La vérité, c'est que le regard ne change pas et que les Français ne sont pas dupes de cette stratégie. Il faut retourner aux urnes ? Peut-être qu'il le faudra, et moi je pense que la dissolution fera aussi partie des questions à poser, bien entendu. Je voulais juste un petit mot sur le Conseil constitutionnel pour terminer. Est-ce que vous dites, comme Marine Le Pen, qu'il faudrait changer la nomination, changer la composition? On rappelle que ce sont 2 anciens premiers ministres, notamment d'anciens ministres d'Emmanuel Macron, c'est une grosse partie de politique. Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient plus indépendants?
ou nommer différemment les membres de ce Conseil constitutionnel? Alors déjà, je dis pas comme Marine Le Pen, petit 1, petit 2. Parce qu'elle l'a dit aujourd'hui. C'est parce qu'elle a... Il fait beau et qu'il fait 20 degrés dans Paris, vous le direz quand même. Petit 2, en l'occurrence, il y a 2 grands modèles. Il y a le modèle un peu de la Cour de justice américaine, c'est-à-dire où quand les juges sont nommés par les présidents, ou le Conseil constitutionnel à la française, quand c'est des anciens premiers ministres ou des fonctions de cet ordre. Bon, les deux, en fait, dépendent du pouvoir exécutif d'une manière ou d'une autre. Mais là, la question qui va être posée au Conseil constitutionnel, c'est quel est votre degré de dépendance, en fait. Et c'est en fait presque insoutenable de devoir poser cette question parce que normalement, dans la Constitution, le Conseil constitutionnel est indépendant du pouvoir. Il est juste garant de la Constitution. Mais est-ce que vous lui faites confiance ? Mais je fais confiance aux sages dans la limite du pouvoir qui sera le leur. C'est-à-dire qui est un pouvoir purement législatif. Et là, en fait, il y a une question d'opportunité en droit et il y a une question d'opportunité politique. Et ce n'est pas la même question. Oui, mais et réduire la question d'opportunité politique... Eux doivent parler en droit. Vous pouvez faire pression sur eux politiquement, mais eux doivent parler en droit. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a aussi une question d'opportunité politique et que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il y aura toujours une légitimité politique à contester cette réforme. J'ai toujours en tête, nous sommes au sondage pour Bruno Jeudi dans un instant. Oui, parce que là, je vous promets qu'il arrive, mais on est passé trop vite sur la question de Pablo. Excellente question, évidemment. Est-ce qu'il faut retourner aux urnes ? Vous dites oui, ça pourrait être une solution. Quand on regarde les sondages, on se rend compte que, c'était un sondage la semaine dernière pour BFM TV, on se rend compte qu'à la fin, si on repart aux urnes, notamment à l'Assemblée, on a 3 blocs. 3 blocs qui ne veulent pas travailler ensemble. Donc on serait encore et toujours... Pas vrai. Non, mais alors ça, c'est pas vrai qu'on ne veut pas travailler ensemble. Attendez, vous avez 3 blocs. Un bloc Renaissance, un bloc de gauche, LFI, NUPES, et un bloc, en l'occurrence, extrême droite, RN. Qui bosse avec qui ? Je comprends pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui date de jeudi dernier. Moi, j'ai présenté une loi. Moi, Sandrine Rousseau, la personne dont on peut considérer qu'elle fait partie quand même sans doute des moins consensuels de cette Assemblée. Bien, je pose une proposition de loi sur le retrait-gonflement des argiles et l'indemnisation des victimes de ce retrait-gonflement des argiles. Pour les maisons qui sont victimes de la sécheresse. Elle a été votée. Elle a été votée. C'est-à-dire qu'on en trouve des majorités sur les textes, en fait. Mais à condition de se donner la peine de le vouloir et de le pouvoir. Là, c'est déjà le cas, parce qu'ils veulent chercher des majorités texte par texte. Donc, mais par exemple, sur la réforme des retraites, il n'y a eu aucune espèce de geste fait en notre destination, enfin, en notre direction, pardon. Aucun. Et donc, quelle est la volonté de discuter ? Sans doute aucune. On parlait de la NUPES, vous voulez qu'on parle de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, regardez, publié aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez vu. Je ne l'ai pas vu, non. Magnifique sondage cluster, on y vient Bruno, ça s'approche. Attendez, d'abord le tweet et après le sondage. Bruno Jeudi, d'abord le tweet, après le sondage. Non, là, vous en sortirez pas comme ça. Le sondage, donc magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au 2e tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. Bon, François est prêt, en avant. On va d'abord, alors le sondage ce sera dans un instant, on va d'abord s'intéresser à cette dernière phrase, si vous le voulez bien. François est prêt, en avant. C'est une déclaration de candidature par procuration que fait Jean-Luc Mélenchon. Il soutient publiquement aujourd'hui François Ruffin ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit cela et je donnerai quand même comme conseil à François Ruffin de ne pas forcément le prendre au pied de la lettre. Pourquoi ? Déjà parce que toute déclaration de candidature à 4 ans d'une élection est sans doute un baiser de la mort. Voilà. Et que par ailleurs, je pense que les tweets de Jean-Luc Mélenchon ont quand même souvent des sens cachés et qu'en l'occurrence, je ne suis pas complètement certaine que ce soit un blanc-seing donné à François Ruffin. Moi, j'ai une autre interprétation, c'est-à-dire que quand vous voyez dans le sondage que vous avez François Ruffin qui commence à talonner Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon ? Il dit, regardez, on est un tandem, on est ensemble, voire il va me succéder. Parce que s'il ne dit rien, alors qu'est-ce qu'on va dire dans les médias ? Vous voyez, Ruffin arrive derrière Mélenchon, il va bientôt le remplacer, c'est lui qui était en dynamique, et Mélenchon se tasse. Donc en fait, c'est un tweet tactique et stratégique qui mérite de dire on est ensemble, en fait, à la LFI, il n'y a pas de dissension entre les uns et les autres. On va regarder le sondage. Regardons-le. Regardons-le, ce sondage, enfin, pour faire plaisir à Bruno Jeudi. C'est un sondage qui est particulier. Institut Cluster, qui n'est pas le plus connu des sondages en France. Vous en direz un mot dans un instant. Et qui demande aux personnes qui sont interrogées quelle est la probabilité pour qu'elles votent pour telle ou telle personnalité si la présidentielle avait lieu dimanche. Marine Le Pen. Alors, c'est pour ceux qui seraient... quasiment sûr de pouvoir voter pour ces personnes-là, en l'occurrence le 18%, Marine Le Pen 18%, Jean-Luc Mélenchon est à 15%, François Ruffin à 14%, ensuite Jordan Bardella, Édouard Philippe
à 10. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce sondage, Bruno Jeudi? Alors d'abord, je vais vous faire un petit rappel, parce que comme je suis plus ancien ici, je m'en souviens bien. 2017, campagne présidentielle, l'Institut Cluster a systématiquement mis François Fillon au deuxième tour. On a vu le résultat, et cet institut n'est vraiment pas sérieux. Si je peux me permettre, c'était pas le seul. Hein. Oui, et c'était assez sérieux. Non. L'IFOP l'a fait aussi. Non. Alors là, si vous voulez, désolé, j'ai fait un rolling suffisamment longtemps pour savoir que... Non, mais ça, c'était avant l'affaire du canard. Avant l'affaire du canard. À partir du moment où l'affaire du canard est tombée, systématiquement, il était 3e ou 4e. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pour ça l'Institut Cluster est quand même... Et puis, par ailleurs, la question, si vous voulez, là, vous n'êtes pas... Vous voyez, c'est probabilité de vote à l'Assemblée si le premier tour avait lieu... En gros, il faut donner un score de 0 à 10, à quel point on pourrait voter pour cette personne. Vous n'avez même pas tous les candidats qui pourraient être présents, parce qu'il y a d'autres candidats qui sont présents quand même. Je n'ai pas tout mis, là, Bruno Jeudi, vous êtes marrant. Mais non. Il n'y a pas Sandrine Rousseau, par exemple. Je ne valide pas ce... Vous n'êtes pas dedans. Non, mais moi, j'ai pas eu de tweet de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas eu de tweet. En revanche, le tweet de Jean-Luc Mélenchon est très intéressant. Je partage l'avis de Pablo. Justement, sur la personnalité de François Ruffin et sur ce qu'il en dit, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, si on va au-delà de la tactique politicienne, Ruffin n'incarne pas une forme de possibilité de dépassement et d'élargissement de la NUPES? Parce que, à l'inverse des LFI, nous on l'a reçu ici, et je crois qu'il revient demain, et ce sera évidemment intéressant dans le contexte, mais on l'avait reçu ici. Et à l'inverse de la plupart des LFI et de certains de la NUPES d'ailleurs, dont vous êtes, je crois, il n'est pas dans cette forme de radicalité. Il dit il faut réformer le pays, il faut effectivement corriger les injustices. Lui, il a beaucoup travaillé sur les travailleurs de première ligne, il est très légitime, il a travaillé sur les salaires et sur les délocalisations sur Bernard Arnault. C'est quelqu'un qui est assez engagé, qui est très impliqué, qui vient de la Somme, et il a cette volonté de réformer, mais sans provoquer, plutôt dans l'apaisement, plutôt dans le rassemblement. Il avait un discours extrêmement fédérateur. Il avait affirmé d'ailleurs il y a un an qu'il était social-démocrate. Il a beaucoup évolué par rapport à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que quasiment demander la tête d'Emmanuel Macron. Oui, mais justement, ça c'était en 2018. Justement, derrière l'anecdote, est-ce que ce profil-là n'est pas un candidat intéressant au moment où la gauche effectivement a un espace, on le voit, pour sortir, j'allais dire, du côté un peu brutal, un peu insoumis, un peu invective permanente, qui tape un peu un plafond de verre. Est-ce que lui n'a pas ce profil-là? François Ruffin a un profil évidemment très intéressant, mais moi je pense que dans les pièges que nous tend la Ve République, il y a le fait de tout miser sur un homme. Et qu'en fait, je crois que pour déjouer ces pièges-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de présenter une équipe, une coordination. Et en fait, c'est ça qui manque à la NUPES aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie des évolutions, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé à un acte 2, c'est qu'il y ait une forme d'équipe, un collectif qui se forme. À la présidentielle, il n'y aura qu'un candidat. Bien sûr qu'il n'y aura qu'un candidat. Et est-ce que vous trouvez que François Ruffin, par le profil qu'il a, le parcours qu'il a, et notamment cette idée d'être plutôt dans l'apaisement, dans le rassemblement, n'a pas un profil qui pourrait être... Et bien sûr que son profil est très intéressant, je l'ai dit et je le redis. Et je vous dis aussi qu'aucun des profils jugés intéressants 4 ans à l'avance ne s'est imposé finalement dans la présidentielle. Donc je vous dis, oui, il a un profil très intéressant, indéniablement. Mais je pense juste que là, il est pour incarner en fait la différence de la NUPES par rapport à d'autres partis politiques français, il va falloir qu'on change aussi nos méthodes d'être. Et d'ailleurs, on y est quasiment puisqu'on se présente. Pardon, plus précisément, qu'est-ce qu'il faut changer quand on parle? Mais je pense que par exemple, il faut qu'il y ait des équipes, il faut qu'il y ait déjà une espèce de, je sais pas comment dire, mais de coordination qui s'installe pour montrer, oui, plus formelle. Et puis qu'on sorte d'une forme quand même d'hégémonie de LFI dans la NUPES, qui est issue de la présidentielle et qui était légitime, pour aller vers quelque chose de plus équilibré dans les forces politiques qui la composent. Vous partagez l'avis donc de Fabien Roussel, qui justement lui pointe du doigt également, alors il n'emploie pas ce mot-là, mais d'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Qui empêche, qui bloque l'émergence d'un acte 2 de la NUPES. Oui, alors je n'ai pas entendu Fabien Roussel appeler à un acte 2 de la NUPES, mais j'en serais très heureuse parce que je pense qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre à trouver au sein de cette NUPES. Il ne parle pas d'un acte 2, il parle d'une nouvelle étape, la NUPES. Une chose, vous dites, il faut qu'on revoie nos méthodes et qu'on ne mise pas tout sur un seul homme ou une seule femme. Quand on regarde, on revient à notre sondage, même s'il est critiquable et que Bruno l'a fait tout à l'heure, ce qui se confirme dans ce sondage-là, comme d'autres les jours précédents, c'est que Marine Le Pen profite sans doute de la période dont on sort et de ces 3 mois de contestation. Quelle va être votre stratégie pour la contrer, elle, d'ici 4 ans?
Oui, mais regardez quand même, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a, vous avez raison. François Ruffin. Vous avez raison, vous avez raison. Oui, mais oui, évidemment qu'elle elle ne sort pas affaiblie en tous les cas de cette réforme. Et je pense que ça fait partie des difficultés dont je vous parlais de la séquence. C'est que si les personnes ne croient plus en la démocratie, et en ses représentants, en fait, ils ont deux possibilités face à eux. C'est soit de ne plus voter, et c'est quand même ce qui se déroule d'élection en élection, puisque les taux d'abstention ont tendance quand même à progresser d'élection en élection. Dernière présidentielle, dernière législative. Oui, option 1. Option 2, aller vers quelque chose qui, soi-disant, n'a jamais été testé, même si dans l'histoire, ça l'a déjà été, et donc de renforcer Marine Le Pen. Et c'est en cela qu'on a un sujet, et c'est en cela que Emmanuel Macron, à mon avis, n'avait qu'un seul mandat. Il n'avait qu'un seul mandat à partir du moment où il a été élu, c'était de faire barrage au Rassemblement national et à Marine Le Pen, et que lors de son premier mandat, il l'a fait monter de 5 points, et que là, il est encore en train de la faire monter de 5 points. Mais la question que je pose, c'est comment vous, d'ici 4 ans, vous allez pouvoir la faire baisser, vu que c'est votre souhait? Eh bien, c'est en allant sur le terrain, et vous voyez bien qu'on gagne quand même du terrain. Il y a eu un autre sondage que j'ai vu passer, avec toute la valeur qu'on peut accorder au sondage, mais un sondage européen qui montrait aussi que nous étions en progression. Donc en fait, la stratégie qui est la nôtre, d'être au plus près de la vie des gens, au plus près des manifestants, au plus près d'une forme de contestation, y compris dans la forme, eh bien finalement renvoie aussi à quelque chose qui est entendu et compris par les personnes et qui jugent qu'on les représente dignement. Et ça, c'est très important pour moi, par exemple, de représenter dignement les personnes qui ont voté. On parlera d'Adrien Quatennens dans un instant. Ça veut dire du coup à l'Assemblée être prêt à travailler avec tous les partis qui sont représentés pour faire voter des textes. On parlait des salaires notamment, du pouvoir d'achat. C'est ça aussi, donner des résultats et ne pas faire que plus rien ne se passe du côté de l'Assemblée. Regardez, je vous le dis, moi par exemple, quand je fais sur le retrait gonflement des argiles, alors je sais, ça peut paraître un détail, mais la réalité... C'est important immédiatement pour tous les Français, oui, mais on l'a fait, et on l'a fait. Et en fait, il y a des textes qui passent comme ça. Simplement, aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui refuse de faire la moindre alliance. L'Assemblée est divisée en 3 blocs. Et il refuse obstinément de considérer que de manière temporaire sur tel ou tel texte, il pourrait discuter avec nous. Moi, il n'y a même pas de discussion. Bon, alors, ça a fait la une de certains quotidiens. Olivier Véran a dit qu'il avait pris un café avec moi. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Enfin, normalement, dans la mesure où on fait partie des groupes et qu'on travaille à l'Assemblée, on devrait être reçu régulièrement par, si ce n'est les ministres, au moins leur cabinet, pour qu'on discute des textes, qu'on voit ce qu'on pourrait avancer. Ça n'est jamais le cas. Mais jamais, mais jamais, donc c'est jamais. de leur faute. Mais qu'est-ce que la semaine dernière, François Ruffin, il disait, quand j'ai vu les sondages avec Marine Le Pen qui augmentent, c'était un choc. Il a considéré comme et il sous-entendait qu'il fallait en gros changer la méthode et changer peut-être aussi les voies et moyens de la construction du projet de la gauche et des écologistes. Est-ce que vous partagez ça? Il faut changer quelque chose dans la façon dont vous faites de la politique, nonobstant la question de la coordination pour la présidentielle. Je pense que pour l'instant, il y a une manière de faire de la politique qui est celle de LFI, qui est très visible, qui se voit beaucoup et qui donc est très commentée. Moi, je pense que dans l'équilibre de la NUPES, il y a aussi à montrer les autres manières de faire la politique. Parce que finalement, le PS n'a pas la même manière de faire la politique. Nous n'avons pas ni la même manière que le PS, ni la même manière que LFI. Et le PC a encore une autre manière de le faire. Et c'est ça la richesse de la NUPES. C'est de montrer aussi ces différentes manières d'être et d'exercer le mandat et d'être dans l'opposition politique. Et je crois que nous nous enrichirions vraiment à montrer cette mosaïque de manières de faire. Parce que c'est ça la force de la NUPES. Constructif, moins de bruit et de fureur et plus de constructif et de visible et de... Non, un équilibre des formes. Et puis, quand il y aura des moments de bruit et de fureur, et il y aura d'autres moments. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à trouver dans le chemin démocratique. On se demandait il y a un instant si Jean-Luc Mélenchon adouberait François Ruffin, là où tout le monde disait il y a quelques mois que son poulain serait Adrien Quatennens. Depuis, Adrien a été condamné pour violence conjugale. Il est revenu ensuite à l'Assemblée nationale. Et à partir de demain, il pourra réintégrer le groupe LFI. C'est ce qu'ont décidé par un vote les députés de la France Insoumise. Ces derniers mois, Sandrine Rousseau, vous avez choisi de quitter l'hémicycle à chaque fois que Adrien Quatennens prenait la parole à l'Assemblée. Est-ce que vous allez continuer à le faire? Non, je ne continuerai pas à le faire parce que j'avais annoncé déjà que je le quitterais pendant les 4 mois à chaque fois qu'il prendrait la parole et qu'après les 4 mois, il me semble, et je l'affirme même, ça n'est pas aux féministes de quitter l'hémicycle. Donc je resterai.
Après, la gestion de bout en bout, j'ai envie de dire, de l'affaire Quatennens, ça a été catastrophique. Enfin, je crois qu'on peut se le poser et se le dire. Et que le combat pour l'égalité femmes-hommes n'est pas un combat que l'on prend et que l'on jette ou que l'on méprise. C'est un combat consubstantiel aux valeurs de gauche et de l'écologie. Et qu'en fait, dire à toutes les femmes qui aujourd'hui subissent des violences qu'en fait c'est pas si grave, eh bien c'est renier nos valeurs. C'est renier nos valeurs et nos combats. Et c'est un des combats sociaux les plus permanents de l'histoire, j'ai envie de dire. La France Insoumise dit dans son communiqué que précisément Adrien Quatennens reconnaît qu'il a peut-être eu des mots, pas peut-être qu'il a eu des mots qui ont pu relativiser la gravité des faits, qui ont pu inverser la culpabilité, qui ne voulait pas donner cette impression-là. Et il fait d'une certaine manière amende honorable là-dessus. Oui, mais ce dont on a eu l'impression, c'est que le jour de la condamnation, il a voulu commencer la réhabilitation le jour même de la condamnation. Et ça n'est pas possible. Et en fait, le message qui est envoyé, c'est aux hommes violents, regardez, c'est pas très grave. Mais non. La violence est grave. Et donc, là, on avait une responsabilité politique que de marquer le coup. Moi, je pense qu'il aurait dû se représenter devant les électeurs et électrices, par exemple. Parce que... Et vous lui dites ça encore aujourd'hui ou vous dites c'est trop tard, de toute façon? Non, je pense qu'il peut encore le faire. Mais évidemment que s'il ne l'a pas fait dans les 4 derniers mois, je ne pense pas qu'il le fasse maintenant. Mais je pense que ça aurait été une décision salutaire. Et par ailleurs, je crois que dans ce qui a manqué dans la période, on a eu beaucoup de messages de soutien à Adrien Quatennens qui ont été de multiples manière commentée. Je n'ai pas entendu de message à Céline Quatennens à la hauteur de ce que notre responsabilité politique aurait dû être. Et vraiment, je le regrette. Et je vais vous dire, je suis en colère là-dessus. Vous pointez la responsabilité d'Adrien Quatennens dans, en gros, les 4 mois qui se sont passés et qu'en gros, il n'a pas tout à fait fait ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire vraiment se mettre en retrait. Est-ce que vous pointez aussi la responsabilité des députés insoumis? On a vu, par exemple, lorsqu'il a pris la parole en séance, on a vu des députés insoumis à côté de lui se lever et applaudir. Comment est-ce que vous jugez ça? Parce que ça, il n'y a pas un mot dans le communiqué là-dessus. Mais que ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible et c'est pas la seule fois où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a aussi, il y a eu des applaudissements pour Damien Abad. Enfin, mais où est-ce qu'on est là, en fait? Et donc, ça n'est... Puis surtout... il y a des meetings de Jean-Luc Mélenchon qui ont été ouverts avec l'hymne des femmes et en disant on va protéger les femmes, on va avoir une autre vision de l'égalité femmes-hommes, on va entendre le besoin absolument de revoir les rapports de domination. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les violences conjugales, même si on prend le sujet de la retraite, les violences conjugales, c'est à l'origine d'arrêt de travail, de temps partiel, de perte d'emploi. Donc, en fait, ça a aussi une conséquence économique, ces violences conjugales. Moi, je ne regarde pas ça parce que ça n'est pas la priorité absolue, mais parce que je pense que les violences conjugales, par nature, doivent être condamnées. Mais même à regarder un prisme purement du moment politique, ça n'est pas le... Et pour autant, Mme Rousseau, on connaît votre attachement, vous venez encore de le témoigner, vous restez membre de la NUPES. Vous ne considérez pas que l'Europe Écologie Les Verts associée à la France Insoumise, ça ne peut plus durer dans ces conditions-là? Non, piétiner les valeurs auxquelles vous croyez? Non, parce que je pense qu'il faut changer la NUPES aussi depuis l'intérieur. Et qu'en fait, là, on a une responsabilité, la NUPES, qui est une responsabilité historique, qui est que nous sommes la seule alternative au Rassemblement national aujourd'hui. Et donc, la question de notre responsabilité en tant que leader politique est posée. Et donc, elle est posée aussi sur l'autre versant, qui est comment va-t-on... régler nos problèmes pour faire en sorte d'être cette alternative. Mais pardon, mais Adrien Quatennens, pour revenir à lui, il a été condamné, la prison avec sursis, il a été exclu de son groupe pendant 4 mois, son groupe il lui a demandé notamment de faire un stage de sensibilisation dans une association autour de la violence conjugale, ce qu'il a fait, il est en train de terminer ce stage. Pour vous, il aurait dû être banni à vie de l'espace politique? Quelle sanction? Qu'on arrête de se moquer de nous? Quelle sanction? Il n'a pas arrêté de prendre la parole. Quelles sanctions? Où est-ce qu'elles étaient les sanctions? Il avait 4 mois à se taire, c'est quand même pas le bout du monde. 4 mois, c'est la décence qu'il devait au combat pour la protection des femmes. 4 mois à se taire. C'était pas le bout du monde, il a même pas été capable de le faire. Pourquoi? Ça suffit en fait.
Ça suffit. Et ce combat-là, il y a des femmes qui meurent de violences conjugales. Il y en a 122 l'année dernière. Donc on arrête avec ça en fait. Vous allez le recroiser à l'Assemblée, vous pourrez lui parler? Je le recroise déjà d'ailleurs. Vous travaillerez avec lui en intergroupe si c'était on a obtenu qu'il ne soit pas dans l'intergroupe de la NUPES. L'intergroupe de la NUPES, c'est-à-dire l'endroit où les différentes composantes de la NUPES reviennent pour se parler. Emmanuel Bompard a dit qu'il ne le souhaitait pas lui-même d'ailleurs. C'est très bien. Mais encore une fois, vous êtes amené à le croiser. Est-ce que vous pouvez vous parler? Est-ce que vous allez vous parler à l'Assemblée? Je peux pas vous répondre, j'en sais rien. On va voir comment ça se passe. Mais je vais pas prioritairement travailler avec Adrien Quatennens, de même que je ne travaille pas prioritairement avec d'autres personnes qui sont soupçonnées d'actes qui sont certes de nature différente, mais qui sont graves. Julien Bayou. Je pensais notamment à Damien Abad, qui lui aussi a été applaudi, qui lui a aussi été. Je travaille avec Julien Bayou, évidemment. Je travaille avec. Est-ce qu'il n'y a pas une gestion? On parlait de gestion catastrophique du côté des LFI, même si l'affaire Julien Bayou n'a rien à voir. Il n'a pas été jugé et condamné pour des violences conjugales. On ne parlait pas du même type. On parlait pas du même type d'affaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas une gestion catastrophique aussi d'Europe Écologie Les Verts de cette affaire-là? Aucun des partis aujourd'hui à gauche ne sait gérer ces affaires-là. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Et notamment le fait que Europe Écologie Les Verts, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, disent ça y est, l'affaire est terminée. Ça n'est pas possible non plus. Ça n'est pas possible et je le dis tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti de la gauche et de l'écologie qui ne sait correctement gérer cette affaire. Mais on peut aussi quand même reconnaître qu'on essaye, on tâtonne et que c'est maladroit, que ça ne va pas et qu'il y a des erreurs qui sont commises, etc. On peut aussi se dire qu'à droite, il ne se passe rien. Et qu'à LREM, c'est encore pire. Donc On arrive au bout. Merci Sandrine Rousseau. Merci d'avoir été notre invitée ce soir.